Normalement, à la fin de cette vidéo, tu t'exprimeras mieux en français. Aujourd'hui, avec Nathan, on est à Aix-en-Provence pour rencontrer Ghislain. Ghislain, c'est un des cofondateurs des ateliers de la langue française. C'est une sorte d'école qui apprend aux gens à mieux parler et à mieux débattre. Très très important quand on apprend le français. Et on a envie de parler avec lui aujourd'hui de comment avoir confiance quand on s'exprime en français, comment avoir des bonnes conversations avec les natifs, comment prendre la parole face aux natifs. Bref, on va parler de tout ça et reste bien jusqu'à la fin parce qu'on lui demandera aussi pour toi des exercices concrets que tu pourras faire tout seul pour progresser. Comment avoir confiance avant de prendre la parole, notamment pour les étrangers qui pensent qu'ils n'ont pas toutes les cartes en main en termes de langage ou de culture. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour avoir confiance et être moins stressé et pas bloqué? Avoir moins peur. Prendre la parole, quoi. C'est ça. Il y a déjà le fait d'admettre que si on est tétanisé par le stress, la première chose à admettre, c'est qu'on pourrait parler avec une petite posture. On n'est pas complètement ça quand on est seul chez soi, on prend une posture d'orateur ou d'oratrice. C'est-à-dire concrètement C'est-à-dire se mettre droit et avoir peut-être un son de voix un peu plus puissant pour traduire la confiance. Parler plus fort que l'autre à côté. Parler un peu plus fort. C'est pas mal poli ça. Non, l'autre va, en fait, ça va se moduler. C'est juste, vaut mieux parler avec une petite posture dans un premier temps, surtout quand on est jeune, plutôt que de ne pas parler du tout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que parler, ce n'est pas donner des bonnes réponses. Souvent, les étrangers, au-delà de maîtriser, on va dire, la syntaxe parfaite d'une phrase, ils ont peur de ne pas avoir les bonnes réponses. Quand on a compris que parler, ce n'est plus être à l'école, mais que c'était de développer un point de vue, il n'y a pas de bonne réponse. Il suffit que celui qui écoute trouve ça cohérent et argumenté. Donc, se bloquer parce qu'on pense que l'on n'a pas la bonne réponse, ça ne sert strictement à rien parce qu'en face, vous n'avez pas de professeur. Et plus personne ne veut retourner à l'école. Donc, plus personne ne veut être noté, plus personne ne veut qu'on lui dise bonne réponse ou mauvaise réponse. Et la dernière chose, la confiance, elle se génère pas tous les matins devant son miroir. La confiance, c'est regarder les yeux de l'autre, et c'est l'autre qui nous renvoie de la confiance. Donc pour ça, il faut un peu se jeter dans le vide, on prend le risque, et à la fin des fins, ça ne risque absolument rien. Pratiquer en fait. Il faut pratiquer, et souvent les étrangers, dont le français n'est pas la langue maternelle, ne comprennent pas qu'un Français trouve ça toujours hyper digne d'un étranger quand il parle la langue française. Donc ça signifie qu'un Anglais, un étranger, quelle que soit la langue maternelle, peut se tromper, faire des fautes de syntaxe. Le simple fait qu'il fasse l'effort, on trouve ça magnifique. On adore. Parce qu'en plus, nous, on est assez mauvais en langue étrangère. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Donc, à chaque fois, je dis, mais imaginez un Français qui vous voit prendre la parole en français. Mais évidemment, moi, je suis hyper impressionnée quand je vois mes étudiants. Et c'est vrai que c'est intéressant de le rappeler parce que souvent, il y a un peu je ne vais pas dire un sentiment d'infériorité, mais peut-être une culpabilisation de ne pas avoir les bonnes réponses, pas avoir la langue adaptée, etc. Mais je trouve que les Français, en plus, à la différence d'autres peuples, accompagnent les étrangers. Je trouve que, même de tendance, ça fait un peu paternaliste, on essaye de reprendre les phrases, mais on ne retrouve pas ça dans le monde anglo-saxon. Dans le monde anglo-saxon, un Français qui ne sait pas parler anglais, on va lui faire chercher la phrase 50 fois, alors qu'il n'est pas loin. Et je trouve que les Français, on ne peut pas leur reprocher de mettre les étrangers de côté en se disant « bon, tu t'es trompé sur un adverbe, un verbe, un mot ». Par contre, les Français ne supportent pas quand l'étranger ne fait aucun effort, n'essaye même pas de dire un mot en français. Ça agace souvent. Oui, ça je le comprends un peu. Ouais. Je le comprends parce que nous, on fait quand même l'effort. Mais je nous trouve en termes de peuple assez bienveillant avec les gens qui essayent. Ce qui peut parfois être un peu perçu comme... il y a des étrangers qui n'aiment pas trop parce qu'ils ont l'impression que s'ils sont corrigés, c'est pas vraiment de l'accompagnement, mais c'est un peu paternaliste. Voilà. Mais c'est vrai que ce côté correction existe, et puis même entre Français, entre natifs,
on se corrige tout le temps. C'est-à-dire qu'on tolère très très peu de fautes de la part de l'autre. Nous, plein de fois dans des vidéos, on s'est pris des commentaires de natifs qui disaient qu'on parlait peut-être un peu trop informellement parfois. Oui, donc c'est vrai qu'il y a cette relation très épidermique à la langue. Il y a une relation légitimité, maîtrise de la langue. Complètement. Et donc si de temps en temps on fait varier le niveau, ça remettrait peut-être en cause le fond du propos. Alors que pas tout le temps. Le savoir parler, c'est savoir s'adapter au contexte. Et savoir aussi s'adapter à l'audience. À mon avis, il ne faut jamais baisser le niveau sur le fond, mais c'est l'amener d'une autre manière pour que tout le monde comprenne. Oui, et puis dans certains cas, dans certaines situations, si on élève trop le niveau aussi de langue, ça peut être ridicule. Il faut vraiment s'adapter aux gens, aux situations. Et il faut aussi rappeler pour assurer nos étudiants que tous les Français ne parlent pas très bien, qu'on ne fait pas cet effort de débattre à chaque fois, ou surtout on aime débattre, mais sur des choses aussi plus futiles. Absolument. Vous comme moi, mais ça compte. Comme toi, Violaine. Ça compte de débattre sur du futile. Bien sûr. C'est pas que le débat, ce n'est pas que le fond. C'est comprendre l'altérité. Vous ne voyez jamais mieux une personnalité que quand vous le poussez, quand vous êtes excessif de temps en temps. Moi, ça m'est arrivé 10 000 fois de faire des débats où je suis plus taquin et je pousse l'autre à montrer son vrai regard, son vrai sourire, même sa vraie faiblesse. Par provocation, par goût pour la provocation aussi. Par goût pour la provocation. Le débat, c'est le goût de quand même dire à une autre personne, écoute, je vais remettre en cause ce que tu penses intimement et pour ça, je veux voir les émotions que ça procure chez toi. Il y a les meilleurs amis, finalement, c'est les gens qui se sont accrochés un petit peu sur même des sujets qui commencent... c'est des sujets futiles au début, qui reviennent sur du sérieux, qui repartent sur du futile. Et en fait, c'est ça qui traduit l'humanité de la personne. En France, quand on s'aime, quand on aime quelqu'un, on s'engueule avec, en fait. Forcément. Mais même l'acte de séduire, si vous ne parlez pas, vous ne séduisez pas, à moins d'être le plus beau. Mais si vous n'avez pas la chance d'être le plus beau, et ça ne dure pas longtemps, ça dure que quelques années, donc il faut tomber pile sur la personne que vous voulez séduire. Mais il n'y a pas plus beau que celui qui sait parler. Même la personne qui est ingrate et qui n'a pas les critères physiques parfaits, du moment où elle ouvre la bouche, qu'elle parle et qu'elle produit du beau à l'oral, elle devient belle. Automatiquement. Et donc, l'art de bien parler, c'est l'art de se valoriser et de parler de soi. Dans la réalité, on parle toujours de soi. Complet. Donc, c'est-à-dire donner aussi des anecdotes personnelles, être très concret. Oui. C'est un autre conseil qu'on peut faire aussi à nos étudiants qui passent les examens DELF, DALF, B1, B2, etc. où justement les examinateurs exigent ça. C'est d'avoir du concret, d'avoir des anecdotes personnelles. Puis même dans la vie, quand on parle, quelqu'un qui nous raconte une histoire perso ou un souvenir, ça nous attrape plus que quelqu'un qui va nous sortir des grandes généralités. Encore plus aujourd'hui, peut-être. Oui, peut-être encore plus et aujourd'hui. En France, on est les champions du monde de l'abstraction. On adore le concept. Et de temps en temps, il faut revenir, ne pas limiter l'abstraction, parce qu'il faut quand même élever le niveau conceptuellement sur un argumentaire, mais de temps en temps, il faut être concret. Et à la fin de certains discours, d'ailleurs de français, on se dit, mais il a dit quoi ? Si on ne sait pas ce qu'il a dit, et si on ne sait pas qui il est, alors c'est sûr qu'il n'est pas éloquent. Puisque l'éloquence, c'est je parle d'un sujet, je le fais sortir de mon écosystème pour que tout le monde le comprenne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et si on ne se met pas à la place de ceux qui écoutent, alors on ne peut pas être intelligible. Donc bien parler, c'est pas forcément faire de très longues phrases, de très belles phrases, etc. Ce qui paraît inaccessible pour nos étudiants souvent. Non, c'est aussi une posture. Donc mais bien parler, ce n'est pas jouer le grand bourgeois. Parler simplement. Moi, je suis pas un grand bourgeois. C'est pas parler, c'est parler efficacement. L'art du discours, c'est l'art de rechercher l'efficacité. C'est simple. En face de l'orateur ou de l'oratrice, il y a une tête et un cœur. Voilà. Et de manière équilibrée, on est sur un fil, c'est aller chercher la tête, aller chercher le cœur. C'est-à-dire le concept, les émotions. Les émotions, le concept. Les gens n'écoutent pas d'autres personnes s'ils ne sont pas capables de dire « Ah, j'ai l'impression de le connaître ». Donc en rhétorique, le narratif, c'est-à-dire l'art de persuader,
c'est fais-toi connaître avant que les autres admettent ce que tu as à dire. Et le fais-toi connaître, c'est pas simplement dire son intimité. Ma manière de parler traduit une personnalité, traduit une façon de voir le monde. Une histoire. Une histoire peut-être. Si je commence à développer sur comment on a créé, d'où je viens, où j'habitais avec mes parents, etc., je narre mon histoire pour que j'ouvre en fait le cœur des gens pour que cette tête puisse se remplir avec ce que j'ai envie de leur dire. À l'ère de l'IA, en plus, je pense qu'on a de plus en plus besoin de raconter, de parler de soi et d'être plus humain. Et aussi de gens un peu imparfaits. Enfin, je l'ai déjà dit à mes étudiants, mais souvent quand on veut, je ne sais pas si c'est bien parler ou juste parler pour eux dans une langue étrangère, on doit un peu faire le deuil de la perfection et de l'exhaustivité. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils acceptent qu'ils ne pourront pas tout dire et qu'ils ne pourront pas le dire parfaitement. Est-ce que vous êtes d'accord ou... Totalement. Ouais. Soit on se dit personne n'est parfait et donc il faut l'admettre et il faut ne pas être parfait. L'imperfection crée l'aspérité et on s'accroche aux imperfections. L'aspérité qu'on pourrait définir, un petit synonyme, Nathan ? Là, j'en ai pas comme ça. C'est quoi ? C'est qu'on s'accroche un peu ? Oui, on s'accroche. On s'attache. La perfection, c'est une paroi lisse. Les aspérités, ce sont des prises. Et les gens se construisent, et notamment les jeunes se construisent avec des adultes. Bon. Et les adultes, si on est imparfait, il faut l'admettre et il faut le traduire en mots. Et les gens vont être d'accord, vont s'accrocher à nous parce qu'ils sont d'accord avec nous, mais il ne faut jamais oublier qu'ils vont s'accrocher à nous parce qu'ils sont en désaccord avec nous. Et la construction d'une jeune personne, vous, moi, ça a été, je me construis par des accords et par désaccords. Et s'il n'y a pas ça, c'est pour ça, c'est pas de la rhétorique de dire il faut être imparfait. Il ne faut pas de fausse humilité. Bien sûr. Il faut être ce que l'on est, c'est-à-dire imparfait, parce que les gens s'accrochent à ce qu'on dit. Bien sûr. Oui, et que ils s'attachent aussi. Quelqu'un de neutre, on ne s'attache jamais à quelqu'un de neutre. Ou un étranger qui parle français de manière hyper parfaite, mais qui parle pas de lui, qui nous raconte rien, on va l'oublier. On va pas s'en souvenir, quoi. L'éloquence, c'est se rappeler, parce qu'il y a plein de choses quand même, c'est se rappeler des personnes une fois qu'elles ont parlé. D'accord. C'est aussi bête que ça. Si on ne se rappelle pas des gens, c'est qu'ils n'ont pas su capter l'attention jusqu'au bout. Ok, très intéressant. Il y a un autre point sur lequel j'ai envie de rebondir, on en a un petit peu parlé avant de lancer l'enregistrement, c'est le fait de couper la parole. Moi, c'est vrai que hier ou avant-hier, j'ai lu un commentaire sur YouTube d'une personne qui a dit « mais c'est très intéressant vos conversations, mais parfois Nathan coupe un peu la parole aux gens ». Et donc, c'est été vu, selon la personne, comme quelque chose vraiment, un comportement très impoli, qui ne se fait pas. Moi, je le vois pas comme ça, c'est vrai. Toi, tu le vois comment ? Je le vois comme quelque chose justement qui permet d'aller plus vite, d'avancer, de rebondir. D'entretenir la conversation. Voilà, et d'entretenir la conversation, d'aller droit au but, d'avoir quelque chose de concret. Et ça, c'est vrai que nous, je sais pas si on vous l'a dit, mais avant, on était journalistes. Et moi, à l'école de journalisme, je me souviens très bien que le journaliste, notre prof, nous disait « mais allez-y, coupez la parole, surtout quand vous avez des hommes politiques en face de vous, parce que l'interview, elle dure 10 minutes et si vous le laissez parler, on va faire la moitié de l'interview comme ça. » Et donc, pour moi, voilà, je le vois comme vraiment une qualité. Et puis, je pense aussi que les Français, dans la vraie vie, quand on est au café, au bar, nous, entre amis, on passe notre temps à parler les uns sur les autres, à se couper la parole. Ouais. Et c'est la vie, en fait. Pour moi, j'ai l'impression, pour les Français. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est impoli ? Est-ce que c'est mal vu ? On le fait tous, vous aussi je pense. Hyper poli. C'est du coup. Ouais, c'est normal. Si la philosophie c'est de dire je ne le coupe pas pour casser l'argumentaire, alors c'est plus de l'exaltation. Parce que souvent on est exalté en réalité. Je suis assez d'accord, mais moi j'essaye de me tempérer sur couper la parole. C'est dur. Dans le métier de journaliste, je peux le comprendre parce que l'homme politique souvent... si on est les rois de l'abstraction, on est aussi les rois de la rhétorique qui tourne en rond pour gagner du temps. Rien dire en fait. Et que ça devient, si on est tout à fait honnête, exaspérant. Parler pour ne rien dire. Parler pour gagner du temps, c'est encore pire. Là, je viens de me rendre compte que je vous ai aussi coupé la parole finalement. Oui, donc ça permet, c'est une discussion plus dynamique. C'est pas très grave, parce que couper la parole quand ça tombe au bon moment, c'est-à-dire moi dans une respiration,
ça ne m'a pas gêné. Oui. Si ça ne tombe pas dans une respiration et que c'est coupé pour dire je ne peux pas développer mon propos, là c'est autre chose. C'est agaçant. En fait, c'est l'art de tomber au bon moment. Mais ça se ressent. Même si, je vais me contredire immédiatement, il faut savoir se tempérer parce que de temps en temps, pour celui qui écoute, ça devient inaudible. Parce qu'il y a deux mondes. Le monde dans lequel nous sommes là, où nos cerveaux sont rythmés au même rythme, là. Et il y a ceux qui écoutent, qui doivent assimiler le propos. Parce que nous, on est dans une position active, nos cerveaux fonctionnent, notre corps fonctionne. Mais en face de vous, ou par écran interposé, vous avez des gens, position assise, passive, et ils doivent vous comprendre. Dans ce cas-là, je suis d'accord. Mais par exemple, pour montrer la réalité de la vie, si vous allez, quand vous êtes avec vos amis, je ne sais pas, si vous allez un soir dans un café, dans un bar, et vous... je sais pas, vous débattez de sport, de politique. Moi, je suis exalté. Moi. Tous les Français font ça. On parle 3 ou 4 en même temps. Sinon, en fait, on s'ennuie, quoi. Oui, bien sûr. D'une part, on s'ennuie. Et en débat, il y a une règle. C'est celui qui parle, qui prend le temps de parole, qui gagne. C'est un jeu, c'est un sport national. Bien sûr. Donc, c'est pas simplement... on n'est pas tous philosophes. Souvent, il y a une phrase de dire avec ton débat, tu vas pas changer le monde. Non, je ne vais pas changer le monde, mais intellectuellement, ça nous fait du bien. Votre petit monde, en tout cas. Absolument, c'est notre petit monde qu'on change, et c'est petit monde par petit monde que de temps en temps, ça peut irriguer. Mais en tout cas, il y a des gens qui le vivent très mal, se faire couper la parole. Moi, ça ne pose aucun problème. Moi, j'adore ça. Moi, ça ne me dérange pas. En fait, quand c'est fait parce qu'on est exalté, parce que c'est bienveillant, et parce que c'est vrai qu'il faut que des fois on parle de nous et ça avance pas. On veut avancer, on dit bon, on va au bout des choses. Mais autre... accouche, comme on dit, de manière vraiment familière. Autre chose, donc il y a couper la parole, mais un autre point de douleur des gens qui nous regardent, c'est comment... Imaginons, on a un étudiant qui est avec nous à la table, il nous écoute, il a envie de parler, il entend qu'il y a des silences, des respirations, mais il n'arrive pas à prendre la parole, quoi. Là, c'est même pas couper la parole, c'est comment intervenir, comment prendre la parole dans une conversation. C'est quoi le meilleur conseil? Est-ce que c'est prendre une posture, se lancer dans le vide et aller? Il y a beaucoup de pratiques. Ouais. Si on ne le ressent pas, je pense que la meilleure méthode, c'est que dans le groupe, il y ait une personne qui fasse office de modérateur. Qui donne la parole. Absolument, qui dit « Attends, laisse-le parler ». Peut-être qu'il n'a pas l'habitude, parce qu'il n'est pas dans le même groupe d'amis, parce qu'il y a quelque chose aussi de très amical et il faut se sentir bien. Là, vous arrivez dans un groupe que vous ne connaissez pas, vous allez, même en coupant la parole, vous n'allez pas y arriver. Ça se voit souvent dans des groupes d'amis ou des groupes de discussion ou même dans des podcasts où ils font des réunions de débat où il y a des gens qui se connaissent et un ou une deuxième personne qui se connaît pas. Et ben vous allez voir qu'il n'arrive pas à prendre la parole. Parce que c'est comme l'humour. Il y a quelque chose d'admis par les autres. L'humoriste, si le groupe admet qu'il est drôle, étonnamment, il est toujours drôle. C'est vrai. Si on ne sait pas qu'il est humoriste et qu'il n'est pas du groupe d'amis, il va devoir se chauffer et au début, ça va tomber à plat. Le débat, c'est pareil. Donc il faut intégrer la personne dans le groupe. Il faut l'intégrer pour qu'il fasse partie du groupe. Et le rassurer aussi. Oui, mais si personne n'a ce rôle, comment lui il peut s'imposer? Eh bien, si personne n'a ce rôle, il va devoir s'imposer par sa personnalité plus que par ce qu'il pense. Okay. C'est-à-dire d'admettre ou de dire « laissez-moi parler, j'ai pas le temps de discuter, je prends la parole ». Ou commencer par des petites questions, très simples aussi, relancer, des petites réactions. Il ne faut pas, à mon avis, qu'il se mette dans la position de celui qui va apprendre quelque chose. Ouais. Parce que s'il se met dans la position de celui qui questionne, alors les gens qui aiment parler, dont je fais partie, ne va rien lui laisser. Alors, pareil, un débat, c'est pas l'art de la démocratie, hein. Non. En débat, il n'y a pas de démocratie. C'est l'art du plus fort? C'est l'art du plus présent, du plus fort intellectuellement, du plus fort émotionnellement, du plus charismatique. C'est l'art de la démesure. D'ailleurs, c'est un débat, c'est pour ça qu'on met un modérateur. Sans modérateur, c'est la loi de la jungle. Hein. Oui, mais dans la vraie vie, il n'y a pas de modérateur. Non, mais comme il y a soit du respect, soit de l'amitié, on se tempère. Mettez des gens qui ont des avis très tranchés, qui ne s'aiment pas, qui ne se connaissent pas, il n'y a pas de modérateur, c'est la loi de la jungle. L'art du débat, c'est l'art du plus fort. Et c'est pour ça que ça peut désarçonner certains qui aiment un peu le cadrage académique.
c'est mon temps de parole. On n'est pas aux échecs en réalité au débat. Pour nous, Français, c'est bizarre ça. Ce qui est frustrant pour les étudiants, parce qu'ils peuvent se dire je connais plein de trucs, mais j'arrive pas à le dire, quoi. Oui. Et c'est vrai que rappeler que c'est pas toujours les plus intelligents qui parlent le mieux, quoi. Absolument. Donc se mettre dans une posture et un débat intellectuel, c'est aussi admettre que ça peut se faire en 10 rounds. C'est pas en une fois. La première fois, on te découvre avec une idée, tu marques un peu les esprits. La deuxième fois, on se dit « Ah, il a su parler la dernière fois, on va lui laisser plus de place ». Ce n'est pas en une fois le débat. Et c'est pour ça que beaucoup ne débattent pas, parce qu'ils pensent qu'en une fois, les gens vont changer d'avis, qu'ils ne vont pas se disputer, que tout le monde va être d'accord et que tout le monde va être content à la fin. Non, on peut se quitter aussi chafouin, en se disant « J'ai pas pu dire ce que je pensais, il va penser que je pense ça ». Ça nous arrive tout le temps. Mais bien sûr, et il faut l'admettre, c'est pas... À la fin, ce n'est pas grave. Ça ne change rien. Il faut aussi se dire que quand on débat, on n'est pas le centre du monde. On rentre chez nous, on pense à autre chose, et puis on n'est pas focalisé non plus sur le moment qui vient de se dérouler. Et rappeler aussi à nos étudiants que même nous, natifs, nous, Français, parfois on a du mal donc à intervenir, à parler. On est timide face à certaines situations, face à certaines personnes, et même entre amis, parfois, voilà, il y a des gens timides et pour nous, même natifs, c'est difficile parfois de parler en groupe. Il faut rentrer dans un rôle, quoi. Est-ce qu'on pourrait terminer en donnant peut-être un ou plusieurs, je ne sais pas, exercices pratiques un peu concrets pour un étudiant qui a peur de bloquer à l'oral s'il vient en France ou dans un pays francophone? Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner comme exercice qu'il pourrait faire chez lui pour avoir confiance et mieux gérer son stress? Est-ce que par exemple, je ne sais pas, parler dans un miroir, s'entraîner devant un miroir, ça peut être efficace? Respirer, faire des exercices de respiration. Déjà, la première chose que je dirais, c'est regarder les autres. Apprendre en regardant, sans parler. Il n'y a pas besoin de parler au début pour apprendre. C'est prendre des personnalités qui nous touchent, dont le style nous touche, et regarder comment elles font. Regarder comment les autres réagissent. Donc déjà, on décortique un petit peu. Une fois que l'on a fait ça, se regarder dans le miroir, moi, j'y crois pas trop. Ouais. Il y a des gens, ça leur fait du bien. Moi, je trouve que c'est un peu faux parce que on se regarde nous-mêmes. Alors que ce qui est le plus dur, c'est pas de parler. On parle depuis l'âge de 3 ans à peu près. Construire des phrases en langue française, c'est pas très compliqué. Le plus compliqué, c'est que les gens qui nous regardent nous renvoient soit de l'amour. C'est très problématique. Si là, je vous disais à tous les deux, je vous aime beaucoup, j'adore ce que vous faites, vous allez vite baisser les yeux parce que ça va vous gêner. Totalement. Donc, c'est regarder et se sentir regardé, se sentir aimé, se sentir compris. Donc, une fois qu'on a regardé les gens qu'on aimait avec une façon de faire, on se met devant les autres, on commence, on va dire, petitement, avec quelques notions que j'aimerais déployer, me taire juste après avoir parlé pour regarder la réaction des gens. Ce n'est pas juste parler vite, s'arrêter vite et laisser les autres parler. C'est parler, se taire, regarder les autres, reparler et après écouter. Donc être dans le moment présent. Absolument. Ce que beaucoup d'étudiants n'ont pas parce qu'ils ont peur, donc ils parlent très très vite et ils n'attendent pas la réaction de la personne en face. Ils paniquent. Ou ils parlent très vite parce qu'ils s'excusent presque de vivre, quoi. Donc, absolument. Et on peut aussi, quand on est étranger, demander à l'autre comment tu m'as trouvé. C'est pas très compliqué. Vous aurez en face de vous un Français qui va être honoré de donner son avis, puisqu'on adore donner notre avis. Il sera honnête, sincère. Je pense, oui. Il ne peut pas être insincère avec un étranger parce que on ne veut pas le pervertir. On adore quelque chose de quelqu'un de vierge. Et c'est parce que on adore transmettre en France qu'à mon avis, un Français honnête qui aurait un minimum de lien avec la personne qui parle dirait ce qu'il pense. Sans le blesser, mais en disant voilà ce que tu renvoies, voilà comment je t'ai perçu, et dire qu'à la fin, il n'y a aucun risque. Parce qu'il n'y a aucun risque à la fin. Oui, aucun. On remet en cause plusieurs choses quand on parle, c'est son image, sa pensée,
si c'est la nôtre et qu'on développe un propos, et son expérience, sa personnalité. Voilà, c'est tout. Une fois qu'on a parlé, il ne se passe jamais rien. De grave. De grave. Oui, de grave. Ah, mais c'est important de le préciser, parce que parfois les gens peuvent exagérer, avoir peur des conséquences du fait de prendre la parole. Donc voilà, et puis dire aux gens aussi, c'était bien, ça je trouve ça intéressant, on ne le dit pas assez souvent, nous, de prendre une posture, en fait, c'est vraiment jouer un rôle, en fait, de parler. Pas trop longtemps. Ouais, au début en tout cas, pour se mettre en confiance. L'idée c'est, je prends une posture, parce que j'ai regardé quelques vidéos de gens qui ont une posture qui me touche, et rapidement je vais trouver mon propre style, parce que je vais sortir de la posture. Mais si je ne prends pas de posture, il ne faut pas être dogmatique. C'est soit on dit à tout le monde, venez de manière naturelle, et là vous avez au moins 50% qui sont tétanisés par le stress. Moi j'ai pas de recette magique. On peut respirer contre le stress, mais à un moment, il y a des gens, ça les tétanise. Ils transpirent, ils regardent par terre, ils s'en vont, ils ont le cœur qui est à 10 000 à l'heure. Donc, posture, vous parlez, vous allez vous sentir à l'aise, vous allez savoir ce que vous aimez, vous allez vouloir le revivre, et plus vous allez vieillir, parce que c'est la maturité qui fait l'éloquence très souvent, plus vous allez acquérir votre style. Le plus dur, c'est de se lancer. Et au bout de quelques secondes, en fait, tout va bien. Bien sûr. Au bout de tout va bien, en tout cas, vous ressentez quelque chose. C'est vrai. Et c'est pour ça que ça devient addictif. Oui, c'est vrai. C'est parce qu'on veut revivre la même émotion. C'est vibrant, on vibre. Et donc, c'est excitant. Comme on ne peut pas revivre exactement la même émotion, on monte en puissance sur la puissance du discours, sur se mettre devant au début 100 personnes, 300 personnes, 1000 personnes. Donc on monte la dose pour, et ça c'est la fin des fins, ne plus avoir de discours et improviser absolument son texte, pas parce que vous êtes un génie de la production syntaxique et de la production en langue française, juste parce qu'en fait l'improvisation ne s'improvise jamais, c'est que pendant 20 ans, vous avez répété chez vous, dans la voiture, devant votre miroir, 10 000 fois à votre femme, qui en a ras-le-bol, le texte idéal que vous avez envie de déclamer devant les autres. Donc on revient à cette notion aussi de pratique. Il n'y a pas de secret, il faut juste pratiquer. Plus on va pratiquer, plus on sera à l'aise en fait. C'est ça. Absolument. Très belle conclue. Je pense qu'on peut finir là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, c'était parfait.